S'il vous plaît, les travaux de la commission reprennent. Nous en sommes donc rendus à l'audition de M. Jean-Pierre Corbeil. Monsieur Corbeil, bonjour, bienvenue à la commission des relations avec les citoyens. Vous allez donc disposer d'une période de 10 minutes pour nous entretenir sur votre mémoire, votre exposé, en fait. Vous présentez, bien entendu. Ensuite, on va commencer la période d'échange avec les parlementaires. Alors, le temps débute maintenant. Merci, madame. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à partager avec vous aujourd'hui mes réflexions au sujet de la planification de l'immigration au Québec au cours des prochaines années. Le dossier de la planification d'immigration est complexe, évidemment, et c'est principalement en tant que spécialiste de la relation entre la langue et l'immigration que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'aimerais d'abord souligner que toute réflexion sur le lien entre l'immigration et l'amélioration de la présence et de l'usage du français au Québec et à Montréal en particulier doit, selon moi, se situer au-delà de l'établissement des seuils d'immigrants de la catégorie économique, voire de seuils d'immigration permanente. Le point de vue que je tiens à partager avec vous s'articule de fait autour de 3 éléments qui me semblent fondamentaux. Tout d'abord, une stratégie de planification d'immigration doit absolument prendre en compte l'ensemble des migrants internationaux, c'est-à-dire tant les immigrants permanents que temporaires. Deuxièmement, il importe de mieux cerner les indicateurs appropriés pour suivre l'évolution de la situation du français, notamment chez les immigrants, ce qui inclut un meilleur arrimage entre l'évolution de ces indicateurs et les pistes d'action proposées. Et troisièmement, il y a une nécessité, selon moi, de proposer un nouveau paradigme sur le vivre ensemble linguistique au Québec, ce qui sous-entend rien de moins qu'une redéfinition du nous québécois. Le recul du français, concernant le recul du français et de la planification de l'immigration, dans le document consultation publique, planification pluriannuelle de l'immigration 2024-27, tant le premier ministre Legault que la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Fréchette, présentent la politique d'immigration comme pouvant jouer un rôle pour inverser ce qui est décrit comme le déclin important de notre langue commune, que l'immigration a le potentiel d'être une solution au déclin du français. Or, pour parler de la situation du français au Québec, ce document met principalement l'accent sur le français comme langue maternelle ou comme principale langue d'usage à la maison, 2 indicateurs qui sont très contestables eu égard aux objectifs de la politique linguistique qui est de faire du français la langue publique commune de la société québécoise. Quant à la baisse relative de la capacité de soutenir une conversation en français entre 2016 et 2021, elle constitue une première baisse en près de 60 ans et résulte essentiellement de facteurs de nature migratoire, dont principalement l'arrivée d'immigrants en provenance de pays où l'on est susceptible de connaître l'anglais, mais non le français. Ces facteurs expliquent également en bonne partie l'évolution observée en matière de langue de travail entre 2016 et 2021, alors même qu'entre 2006 et 2016, on avait plutôt observé une baisse importante de l'usage exclusif de l'anglais au travail parmi les immigrants au profit de l'usage du français et de l'anglais à égalité. Il est important de reconnaître, ce que ne fait d'ailleurs pas le document de consultation publique, que le fait d'accroître la part d'immigrants de la catégorie économique qui peut soutenir une conversation en français n'influencera pas ou vraiment très peu à court, voire à moyen terme, l'évolution de la part du français comme langue maternelle ou comme principale langue d'usage à la maison. Les résultats de l'étude intitulée Scénario de projection de certaines caractéristiques linguistiques de la population du Québec 2011-2036, qui ont été publiés par l'Office québécois de la langue française en 2021 et dont je suis co-auteur, sont formels sur ce point. Cela pourrait cependant exercer une faible influence sur l'usage du français dans l'espace public et au travail en particulier. Cela s'explique principalement par le fait que la proportion d'immigrants de la catégorie économique qui a déjà une connaissance du français est déjà élevée et qu'en raison de son effectif, cela aura peu d'influence sur celle de la situation linguistique québécoise. Alors que le gouvernement se donne pour objectif d'atteindre la cible de 96 % de cette catégorie d'immigrants qui auraient une connaissance du français en 2027, 89 % en 2024. Nulle part dans le cahier de consultation du MIFI, on ne fournit de l'information sur le niveau actuel de connaissance du français parmi les immigrants récents de cette catégorie.
Selon les dernières données publiques disponibles, cette proportion atteignait près de 85 en 2021. Cela veut donc dire qu'on fait grand bruit pour un nombre, somme toute, limité d'immigrants admis annuellement, alors même que le défi le plus important réside principalement dans la forte croissance du nombre de résidents non permanents et dont une part non négligeable ne connaît pas le français. En 2022, l'immigration économique représentait les 2 tiers de l'ensemble des immigrants devenus résidents permanents au Québec au cours de cette année. Si on exclut l'effectif des immigrants dits de rattrapage au cours de cette année, cela signifie que 85 des quelques 36 000 immigrants économiques auraient une connaissance du français. Il ne resterait donc que 5 400 immigrants économiques à franciser. Or, on sait qu'environ la moitié de ces derniers quitteront le Québec vers d'autres provinces et que l'autre moitié apprendra de toute façon le français au fur et à mesure que se prolonge la durée de séjour. Ces résultats donnent donc à penser que de telles cibles changeront très peu l'évolution démolinguistique du Québec, étant donné l'infime part que représente un effectif aussi petit d'immigrants économiques non encore francisés au sein d'une population québécoise de 8,8 millions de personnes. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi de favoriser une immigration économique capable de parler le français. Il faut se garder de croire qu'il s'agit d'une panacée. Ces considérations appellent donc à la prudence quant à la promotion et la mise en œuvre de stratégies qui non seulement risquent d'alimenter la division et l'exclusion, mais qui auront fort probablement peu d'impact sur l'évolution démolinguistique de la population québécoise en regard de celles qui favorisent efficacement la francisation, ainsi que la promotion et la valorisation de l'usage du français dans l'espace public québécois. Dans le contexte actuel, il semble clair que le discours à l'égard des immigrants et de leur rôle dans ce que plusieurs appellent le déclin du français au Québec doit être nuancé et remis en question. La capacité de soutenir une conversation en français parmi les immigrants est déjà élevée, soit environ 81 Mais tous les immigrants n'ont pas le même lien, le même rapport et la même contribution à la francophonie québécoise. Et c'est son usage dans la sphère publique qui devrait être la préoccupation du gouvernement québécois, non son usage dans la sphère privée. Lors du recensement de la population de 2021, on a constaté que seulement le tiers des quelques 1 million d'immigrants dans la région métropolitaine de Montréal parlaient le français le plus souvent à la maison. Lorsqu'on prend en compte ceux qui parlent le français à égalité avec une autre langue, généralement une langue tierce, cette proportion atteint 42 De même, parmi ceux qui ne parlent le français ni le plus souvent ni à égalité avec une autre langue à la maison, mais qui l'utilisent de façon prépondérante au travail, on observe un bond de 14 points de pourcentage pour atteindre près de 56 des immigrants qui font usage du français. Si l'on tient également compte des immigrants qui ne rencontrent aucun de ces derniers critères, mais qui font néanmoins usage du français de façon régulière comme langue seconde à la maison, qui est un comportement qui par ailleurs témoigne d'une nette orientation vers le français dans l'espace public, l'usage cumulé du français atteint 64 En poursuivant cette approche à partir des informations disponibles dans le recensement, la présence ou l'usage cumulé du français chez les immigrants de la région de Montréal atteint près de 82 Cette dernière statistique prend en compte les immigrants de Montréal capables de soutenir une conversation en français, qui ne l'utilisent pas nécessairement dans la sphère privée ou au travail, mais qui, notamment parce qu'ils ne font pas partie de la population active, sont susceptibles de l'utiliser dans d'autres domaines de la sphère publique. Une telle perspective illustre bien, selon moi, ce qu'on appelle la contribution de chacune des situations d'usage ou de présence du français dans la région de Montréal. On y constate donc une diversité de rapports à la langue française, lesquels évoluent au fur et à mesure que se prolonge la durée de séjour au pays. Que nous suggère une telle perspective au regard de la contribution des immigrants et des autres segments de la population à la francophonie québécoise? Elle témoigne en réalité, du fait qu'il devient impératif de réfléchir au paradigme actuel qui prévaut en ce moment, notamment au regard de ce que signifie le nous québécois dans une société qui a pour objectif de faire du français la langue publique commune de tous les Québécois. Toute planification de l'immigration au Québec Il vous doit reste une prendre minute. Parfait. Du fait que l'évolution de la situation du français dépend d'un certain nombre de paramètres qui vont au-delà des simples statistiques sur la langue et, a fortiori, celles portant sur la sphère privée. Dans mon mémoire, j'ai soumis un schéma qui illustre en fait les éléments les plus importants qui devraient sous-tendre toute réflexion sur le devenir de la société québécoise et du rôle qui joueront notamment à moyen terme et à long terme les communautés issues de l'immigration,
Il s'agit en fait de redéfinir le nous québécois. Je n'entrerai pas dans les détails, cela figure dans le mémoire, mais ce que ça dit essentiellement, en bout de ligne, c'est que redéfinir le nous québécois oblige à prendre acte du fait que l'État a pour objectif de valoriser l'usage et la présence du français dans la sphère publique et qu'il ne peut exercer aucun contrôle direct sur les dynamiques et les comportements dans la sphère privée. Et je terminerai en disant que Terminé, M. je tiens en Corbeil. fait, parfait, tout simplement à C'est terminé. mentionner que la planification. Parfait, merci. On entame la période d'échange de toute façon. Alors, je me tourne Parfait. tout de suite du côté de l'aile gouvernementale pour une période de 12 minutes. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Professeur Corbeil, de prendre part à cet exercice, d'autant que je crois comprendre que vous êtes à l'étranger. Je suis dans le sud-ouest de la France, effectivement. Voilà. Alors, un grand merci de vous rendre disponible alors que vous êtes en Europe. On apprécie vraiment, puis j'apprécie avoir l'occasion d'échanger à nouveau avec vous. Notre conversation, lorsqu'on s'était rencontrés, était très riche et instructive et éclairante. Alors, si je me plonge dans votre mémoire, en fait, d'une part, je voulais vous remercier pour l'appui que vous avez donné à Francisation Québec dans le cadre de votre mémoire. Vous savez que c'est un élément, une assise très importante de notre action en lien avec le fait français, la langue française, un axe d'intervention très central dans toutes nos démarches. Comme vous savez, on a créé un droit, le droit à l'apprentissage du français. C'est un droit nouveau, donc une action très déterminante. Et puis Francisation Québec incarne l'accès à ce droit. Alors, ça a été une étape très importante pour nous. On avait déjà pris un certain nombre d'actions en lien avec la francisation. Depuis notre arrivée au pouvoir, on a doublé notamment le budget en matière de francisation. Puis la création de Francisation Québec est une autre grande étape. Alors moi, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite des choses, pour faire en sorte de continuer sur cette lancée en matière de francisation, avec une approche la plus attrayante possible et la plus efficace qui soit. Alors, qu'est-ce que vous nous inviteriez à considérer en ce domaine-là? Bien évidemment, ce qui est pour moi qui m'apparaît important, c'est évidemment de bien distinguer, même si j'ai dit qu'il fallait prendre en compte l'ensemble des migrants internationaux, tant ceux qui sont permanents que temporaires. Je pense que c'est clair qu'il y a un coup de barre qui est fondamental à donner en matière de francisation en milieu de travail. Pour moi, c'est absolument fondamental. Évidemment, les employeurs vont certainement vouloir bénéficier d'un certain appui financier pour le faire. Je pense que c'est absolument fondamental que ça se fasse, mais que ça se fasse non seulement pour l'immigration permanente, mais pour l'immigration temporaire également. Je dirais que, puis à cet égard-là, évidemment, il y a une très grande différence entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises où les défis sont totalement différents et les moyens, évidemment, sont totalement différents. Je pense que c'est important. Moi, je salue le fait que les niveaux qui sont attendus en matière de compétences en français varient selon, évidemment, les exigences des métiers et des professions. Je pense aussi, par ailleurs, qu'il y a certainement un partenariat à développer avec les institutions d'enseignement, en particulier étant donné le rôle que jouent en fait les étudiants internationaux, mais surtout l'influence qu'exercent sur les dynamiques linguistiques dans la grande région de Montréal les étudiants qui fréquentent les universités de McGill et Concordia. Il y a évidemment des cours de français qui s'offrent, mais il y a un partenariat à développer et qui ferait en sorte que les étudiants qui s'inscrivent dans ces universités-là, on devrait d'ailleurs avoir une certaine idée à un moment donné de leur parcours, du nombre ou de la proportion de ceux qui souhaiteraient demander la résidence permanente éventuellement, et de s'assurer qu'ils comprennent bien qu'au moment où, de toute façon, pour qu'ils puissent obtenir leur certificat
ils doivent avoir une compétence en français, mais les universités pourraient mieux contribuer dans le fond, à parfaire ou à développer leurs compétences en français. Il y a aussi un message, je pense, qui doit être très important. Je sais que le gouvernement travaille en ce moment sur une campagne de valorisation, de promotion du français, mais je pense qu'on doit aussi promouvoir le fait que la connaissance du français, et il y a plein d'études qui ont démontré ça, que ça se traduit par des avantages économiques qui sont importants. Et donc, si on veut maintenir ces immigrants chez nous, ils doivent non seulement comprendre que le français est la langue publique commune, mais qu'il y a un avantage aussi à maîtriser cette langue-là. Justement, ça facilitera certainement leur intégration. Donc, c'est un peu très rapidement à chaud ce qui me vient à l'esprit. Oui, très intéressant. C'est riche. Pour vous dire, d'une part, on a lancé un projet, d'ailleurs, il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, je perds la notion du temps parfois avec les horaires, mais on a lancé un projet en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et des établissements d'enseignement pour, en fait, sensibiliser des PME à l'apprentissage du français parmi les travailleurs au sein de ces différentes PME. C'est des chambres de commerce qui vont nous aider à repérer les entreprises pour justement aller faire de la francisation sur les lieux de travail. Donc ça, c'est une des formules que l'on teste. On a choisi particulièrement 3 régions où il y a eu une diminution de l'utilisation du français de l'utilisation du français dans les milieux de travail. Donc c'est l'Outaouais, l'Estrie et la Montérégie là, qui font l'objet de ce projet pilote. Donc, c'est juste au passage comme ça où je voulais vous faire part de ça. Mais votre notion de faire connaître les avantages économiques de la connaissance du français, ça, c'est vraiment un atout d'avoir ce type de données-là et de promouvoir ces chiffres-là, parce que je pense que c'est reconnu. Il me semble, il y a quelques années, le Conseil supérieur de la langue française avait fait faire une étude sur ce sujet-là, particulièrement il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Est-ce que vous avez connaissance d'études plus récentes sur cette question de la valorisation sur le marché du travail de la connaissance du français? Oui, en fait, il y a plusieurs études qui ont été réalisées par le professeur Vaillancourt à l'Université de Montréal. Le professeur, pardon, j'ai manqué son nom. Vaillancourt. Vaillancourt, d'accord. Merci. Oui, c'est ça, à l'Université de Montréal. Et clairement, ce qu'on voit, c'est que avant l'adoption de la charte, le fait de ne connaître que l'anglais se traduisait même par des avantages économiques qui étaient plus importants. Ouais. Et aujourd'hui, le fait d'être unilingue anglais, en fait, est probablement la situation la plus désavantageuse socio-économiquement parlant. Et évidemment, ça touche les immigrants et les personnes issues d'immigration. Mais clairement, aujourd'hui, la connaissance du français, évidemment la connaissance du français et de l'anglais, qui est fortement corrélée à l'éducation. Mais bref, on sait maintenant aujourd'hui, il y a plusieurs études qui montrent clairement que le fait de connaître le français se traduit par des revenus plus élevés, par une situation socio-économique qui est beaucoup plus avantageuse. Excellent, bien merci. Je vous amène maintenant sur le volet de la régionalisation, dont vous savez que c'est une de nos priorités. Donc, comment est-ce que vous voyez que l'intégration, d'une part l'arrivée, mais aussi l'intégration et la rétention des personnes immigrantes puissent être favorisées, facilitées pour la suite des choses? Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire pour faire en sorte que de plus en plus de gens aillent s'établir en région et le rôle de la langue à travers ce processus? Oui. C'est sûr que on sait tous que ça fait plus de 30 ans qu'on est confronté à ce défi de régionaliser l'immigration. Puis il y a eu des succès, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs. Je pense que d'une part, la situation est rendue très différente aujourd'hui. La situation socio-économique de plusieurs de ces régions-là doit être certainement mise au jour. Il y a des défis de main-d'œuvre qui sont importants dans différentes régions du Québec et il y a une stratégie qui devrait consister à non seulement promouvoir justement l'importance d'immigrer en région, mais je vous dirais que non seulement, oui, on doit créer des partenariats en région entre les
représentants d'entreprises, par exemple, ou de certains différents secteurs d'activité, et les immigrants, ou ceux qui souhaitent immigrer au Québec. Mais en même temps, on doit avoir un portrait d'ensemble, ce qu'on n'a pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a différentes régions, c'est totalement différent de choisir d'immigrer à Sherbrooke, d'immigrer, par exemple, dans le Saguenay ou d'immigrer en Gaspésie. Et à ce titre-là, l'évolution de la situation économique, elle varie, puis elle sera déterminante pour l'intégration de ces nouveaux arrivants. Je pense que plus on est capable d'être attirant envers les immigrants, c'est-à-dire, évidemment, pas qu'un immigrant soit confronté à devoir, je ne sais pas moi, arriver dans une région où il n'y a pas de service de santé disponible pour lui, pas d'accès à un médecin, que l'accès au logement est difficile. Donc, on doit, je pense, puis c'est du cas par cas, on doit faire une analyse assez approfondie de la situation des différentes régions où on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de nouveaux arrivants. Et là, bien évidemment, si on doit injecter des fonds importants pour, disons, diminuer la pénurie de logements, mais ça sera une façon d'attirer des nouveaux immigrants. Mais il y a plusieurs immigrants qui se sont dirigés vers des régions et qui, finalement, sont retournés vivre dans des grands centres comme Montréal parce que, justement, non seulement le réseau était plus fragile, ils n'ont pas nécessairement une masse critique de personnes autour d'elles pour faciliter leur intégration. Donc, je pense qu'il y a carrément une réflexion à bien évaluer, dans le fond, les structures d'intégration pour les immigrants, que ce soit en termes de services, que en termes d'emploi, mais que ce soit aussi en termes de valorisation de la part de ces immigrants-là. Donc, je pense on ne le dira jamais assez, il y aura toujours une importante campagne de promotion et de sensibilisation, non seulement à accueillir des nouveaux arrivants, mais à mettre tout en œuvre pour qu'ils aient les ressources et les services pour faciliter leur intégration. C'est ce que je dirais à cet égard-là. Merci, Madame la Présidente. Je laisserai le temps restant. 45 secondes. Madame la députée de Vimont, rapidement. En fait, je pense que je n'ai pas assez de temps. C'était juste de faire peut-être un pont entre le développement économique dans les secteurs de pointe. Vous semblez faire un pont avec aussi la régionalisation, l'immigration. Peut-être voir, mais là, je ne pense pas qu'on a le temps pour la réponse. 25 secondes. Mais... En fait, je pense que c'est clair que le Québec est un chef de file dans plein de secteurs. Je ne vais pas les mentionner, mais on pense juste à l'intelligence artificielle, la filière des batteries, etc., etc. Et je pense que s'il y a une régionalisation qui se fait à cet égard-là, il est possible aussi qu'on ait des immigrants qui n'aient pas une connaissance suffisante. Professeur Corbeil. Oui. Merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour la banquette gouvernementale, mais on continue les échanges. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec le député de Néligan. Vous bénéficiez d'une période de 9 minutes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre mémoire. Il y a 3 points qui m'ont interpellé. J'ai 9 minutes, mais j'aimerais bien les aborder avec vous. Repenser le paradigme linguistique actuel. Deuxièmement, dans la page 4, vous parlez d'un risque de division, d'exclusion. Et 3e point, la redéfinition d'un nous québécois. Donc, commençons par repenser le paradigme linguistique actuel. Pouvez-vous élaborer un peu parce que j'ai vraiment aimé la façon avec laquelle vous l'avez ramené, mais pour le bénéfice des membres de notre commission, l'usage dans la sphère privée versus l'usage dans la sphère publique, les préoccupations du gouvernement. Oui, bien, très rapidement, en fait, ça fait très, très longtemps, ça doit faire plus de 40 ans, même voire 50 ans, qu'on a adopté à peu près le même paradigme linguistique au Québec, c'est-à-dire que on savait historiquement, par exemple, juste avant l'adoption de la Charte de la langue française, que 97% de la population qui parlait le plus souvent le français à la maison, c'était la population de langue maternelle française. Aujourd'hui, on est à 94%. Les choses n'ont pas beaucoup changé. La politique linguistique québécoise
québécoise vise principalement la sphère publique, que ce soit les communications, l'éducation, que ce soit la loi, etc. Et le paradigme linguistique actuel, il y a une certaine contradiction, c'est-à-dire qu'on veut des immigrants qui sont capables de parler le français, qui ont une connaissance du français, mais en même temps, on souhaiterait qu'ils parlent le français le plus souvent à la maison. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on porte un regard qui est, selon moi, très problématique sur l'évolution de la situation du français au Québec. Il y a 175 000 personnes qui ont l'espagnol comme langue maternelle au Québec. La majorité d'entre eux, près de 60 quelques pourcents, parlent l'espagnol le plus souvent à la maison, mais pourtant, ces immigrants parlent principalement le français dans l'espace public. Et donc, c'est un peu là où on doit repenser la façon dont on aborde ces enjeux-là. Oui, Monsieur Corbeil, c'est un élément important que vous ramenez sur la table. Mais que dites-vous aux gens qui disent que pour la vitalité de la langue française, la promotion, que l'indicateur de la langue parlée à la maison est très important? Vous leur dites quoi? En fait, je leur dirais que dans la majorité, il y a bien des gens qui disent que c'est le fait de parler le français à la maison qui a une influence sur la présence du français dans l'espace public. Je dirais que c'est chez les personnes issues de l'immigration, c'est surtout l'utilisation du français dans l'espace public qui pénètre la sphère privée et qui a une influence à court et à moyen terme sur la présence du français à la maison. Et à cause de la croissance du plurilinguisme au sein des populations issues de l'immigration, on parle souvent 2-3 langues chez ces populations. Le fait de vouloir leur imposer uniquement le français comme principale langue d'usage à la maison pour déterminer qu'ils sont des vrais Québécois ou des vrais francophones ne tient tout simplement pas la route. C'est très éclairant. Merci beaucoup. Je reviens au deuxième paragraphe parce que c'est un autre point que j'ai vu dans votre mémoire. Juste avant ce paragraphe, on parle sur l'immigration économique. Et vous dites que les considérations appellent donc à la prudence quant à la promotion et la mise en œuvre de stratégies qui non seulement risquent d'alimenter la division et l'exclusion, mais qui auront fort probablement peu d'impact sur l'évolution des mots linguistiques de la population québécoise. En fait, ce que vous essayez dans votre analyse de faire, c'est que même si on base notre immigration sur l'immigration économique et on pose trop l'effet sur l'évolution des mots linguistiques de la population québécoise, ne favoriserait pas, ne donnerait pas de résultats. Mais vous nous proposez quoi si on ne cherche pas une immigration économique capable de parler en français? Je pense que c'est une bonne chose de favoriser une immigration économique où il y a une connaissance du français. Mais il faut reconnaître qu'il y a un équilibre à trouver aussi. Il y a des secteurs, il y a des besoins spécifiques dans plusieurs secteurs d'industrie et il ne faudrait pas se couper l'herbe sous le pied ou sous les pieds en disant qu'on ne va favoriser que des immigrants qui ont une connaissance du français, alors qu'il y a des immigrants qui ont principalement une connaissance de l'anglais ou qui ne connaissent que l'anglais et où on doit tout mettre en œuvre justement pour favoriser leur francisation. Et c'est là où si finalement on ne dit que ceux qui contribuent à la société québécoise francophone ne sont que ceux qui ont une connaissance du français, bien là, ça peut poser un réel problème. Parce que là, on est en train de dire que si vous ne parlez pas le français régulièrement dans votre vie de tous les jours, vous ne contribuez pas nécessairement de façon positive à la société québécoise. Donc, je dis qu'on doit être prudent quand on décide de certains indicateurs qu'on utilise pour sélectionner notre immigration. On veut favoriser une francisation, on doit tout mettre en œuvre pour ce faire, mais il faut être prudent de dire qu'on n'accueillera pas d'immigrants qui ne connaissent pas le français ou on va essayer de limiter l'arrivée d'immigrants qui ne connaissent pas le français. Très, très, très clair, M. Corbeil. Très heureux de vous entendre sur cet enjeu parce qu'on a tendance à penser, je ne veux pas généraliser, que parfois la langue parlée à la maison, même parfois d'autres indicateurs, c'est ça qui nuit à la langue française. Et c'est pour cela, vous l'avez très dit, nous avons échoué en tant que société depuis plusieurs années. Je vais vous ramener à la page 7 et votre figure 2. Est-ce que c'est votre propre création? Est-ce que vous, ou votre groupe de recherche, qui a travaillé avec vous, d'où vient cette figure, s'il vous plaît? Écoutez,
Moi, oui, c'est ma création, mais j'ai pas pondu ça comme ça de mon esprit en me réveillant un matin. Je pense que ça fait plusieurs années qu'un certain nombre de collègues et moi, d'ailleurs, on va diffuser, mes collègues Richard Marcoux, Victor Piché et moi-même, un livre sur repenser la francophonie québécoise à l'automne. Et en fait, c'est cette inspiration-là que pour arriver à protéger la langue française au Québec, on doit inclure tous les Québécois. On doit sentir aussi que ceux qui ne sont pas d'ascendance canadienne-française contribuent aussi au devenir et à l'évolution de la société québécoise. Donc, cette figure-là inclut, selon moi, les principaux éléments ou les principales dimensions dont on doit tenir compte si on ne veut pas, je le répète, il y a le tiers de la population de Montréal qui est de langue anglaise. Si on ne développe pas un partenariat, si on n'essaie pas d'établir des passerelles et des ponts avec les communautés de langue anglaise, on n'arrivera pas à bien favoriser la présence du français dans la grande région de Montréal, même si on utilise la coercition ou les éléments juridiques. Je suis très d'accord avec vous. Vous avez un discours très pragmatique. Écoutez, je vous ai posé la question parce que la figure m'a interpellé. Je suis quelqu'un qui aime les flèches. Écoute, je pense que j'ai eu beaucoup de cours avant de faire ma recherche et mon doctorat sur les flèches. Et j'ai vraiment aimé redéfinir le nom québécois. Je ne sais pas si vous avez des discussions avec Madame la ministre et son équipe. Moi j'aimerais bien aller approfondir. Je ne sais pas s'ils partagent le point, mais quand on dit travaillons ensemble, le nom québécois inclut tout le monde. Le nom, c'est inclusif. Donc, moi, je ne sais pas si vous avez travaillé avec des villes. Il y a beaucoup de villes qui ont des services d'accompagnement, qui demandent de la collaboration et qui ont plusieurs ethnies sur le territoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Nous, on n'a pas le temps. Vous êtes sur le terrain. Et c'est là où j'ai aimé votre dernier paragraphe. La redéfinition d'un nous québécois doit également promouvoir et reposer sur un projet de société juste, inclusive et pluraliste, ancré dans une histoire, une culture commune. Mais cette histoire et cette culture commune ne peuvent être que celles d'ascendance canadienne-française. Vous définissez clairement la culture, les paramètres de la culture, mais vous redéfinissez aussi le nom québécois. Avez-vous déjà essayé de mettre en place ce En nom, terminant. cette figure, genre avec des partenaires sur le terrain? Ça fait partie des activités qui suivront bientôt. Nous souhaitons le grand succès. Et écoutez, je suis très intéressé à continuer avec vous. C'est terminé pour cette portion des échanges. Merci beaucoup, Monsieur le député. Encore une fois, on poursuit, professeur Corbeil, avec la deuxième opposition pour une période de 3 minutes. Le temps est à vous, Monsieur le député. Merci beaucoup. Merci, professeur Corbeil. Je reviens à votre figure 2. Elle m'a beaucoup intéressé, notamment la bulle 3, projet de société juste, inclusive et pluraliste, ancrée dans une histoire et une culture commune. Ça m'a fait beaucoup réfléchir aux propos de la dernière campagne électorale, malheureusement. On a parlé de louisianisation du Québec, on a parlé du suicide de la nation québécoise, on a parlé où on a allégué que 80% des immigrants travaillaient pas, ne parlaient pas français, vivaient à Montréal seulement. Ma question pour vous, c'est, selon vous, est-ce que ça, c'est un projet d'inclusion, un projet de société inclusive? Ben, écoutez, je ne me prononcerai pas sur la pertinence ou non de ces propos-là. Je pense qu'ils ont été discutés et critiqués dans les médias. Je pense que le point principal je pense qu'il faut faire ressortir, c'est que on n'attire pas, on ne peut pas favoriser et promouvoir l'usage du français au Québec. Par ailleurs, on sait que 94% de la population est capable de parler le français au Québec. Il y a des enjeux, principalement dans la région de Montréal. Et on ne peut pas dire, finalement, il y a des anglophones au Québec, puis ce sont juste des anglophones historiques. Les autres, ce pas des vrais anglophones. Les francophones, eux, ils peuvent être de tous les horizons, très diversifiés, mais les anglophones doivent avoir été scolarisés en français au Canada à l'école primaire. Donc, il y a une vision, je pense que et là, je mets l'accent sur les anglo-québécois, c'est en fait sur
toutes les personnes qui sont soit issues de l'immigration, incluant les communautés autochtones. C'est-à-dire que le projet de faire en sorte que la langue commune du Québec, publique et commune du Québec, soit le français, doit être promu, doit être valorisé, mais pas en rejetant, pas en voyant l'anglais comme une langue étrangère. Le Québec a fait des choix économiques, des choix politiques. On est des chefs de file à l'échelle internationale dans plein de secteurs de pointe. On a juste à regarder le calepin qui est diffusé chaque année par le gouvernement du Québec pour constater à quel point nos échanges, nos exportations de biens et services sont en croissance. Et donc, on doit d'une certaine façon, reconnaître que l'anglais est aussi une langue utilisée à Montréal. Ce n'est pas une langue étrangère, mais il y a 60% des Anglo-Québécois qui utilisent le français au travail, dont à peu près le tiers comme langue principale. Et donc, je pense qu'on doit travailler en collaboration. Et moi, j'en connais plusieurs qui seraient prêts à promouvoir un Québec s'ils se sentaient inclus. En ce moment, être québécois, c'est principalement être d'ascendance canadienne-française. En fait, c'est le message que moi, je reçois quand je communique avec plein de gens qui sont issus de l'immigration ou qui font partie de la communauté anglo-québécoise. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Alors, professeur Corbeil, par la magie des ondes, merci d'avoir été présent à cette commission. Merci de l'apport que vous apportez à nos travaux. Alors, chers collègues, je suspends les travaux jusqu'à 14 heures. Merci.